c'est le café Patrimoine ECF, c'est le premier qu'on lance. Donc, on vous remercie sincèrement d'être parmi nous et d'animer ce webinaire. Donc, on a 3 quarts d'heure. Comme d'habitude, le webinaire est enregistré. Il sera en replay en fin de semaine dans la newsletter ECF Connect. Et on enverra le support aux participants sur l'adresse que vous avez renseignée sur le site dédié. Du coup, je vais peut-être vous laisser la parole. Je ne sais pas qui commence, si c'est Patrick Amar ou Thomas Exbraya, ou C'est tous les deux. Patrick. Voilà. On va s'échanger les choses et donc tous les deux, Thomas ici et Patrick, on est conseillers en gestion de patrimoine dans le groupe Laplace. Alors, aujourd'hui, on va vous parler d'une problématique que nos clients nous amènent assez régulièrement et qui est en réalité une contradiction. Quand nos clients viennent parce qu'ils ont vendu un gros bien immobilier, parce qu'ils ont cédé leur actif professionnel, parce qu'ils ont besoin avec une partie de leur actif de générer des revenus, classiquement, ça, ce n'est pas très compliqué. Il y a des tas d'outils, soit immobiliers, soit financiers, pour gérer ça. Mais quand ils rajoutent, je veux générer des revenus pour mon épouse et moi, ou pour moi et mon époux, et en même temps, je voudrais pouvoir commencer à organiser la transmission, là, ça devient un petit peu plus difficile, puisque générer des revenus, c'est avoir l'actif, et transmettre, c'est de se défaire de l'actif. Alors, on a bien sûr toutes les techniques de démembrement, et on a une technique qu'on a déployée depuis quelques années, qu'on a conceptualisée, modélisée sous le nom de la Family Cashbox, et qui va passer par 2 concepts principaux, la notion de société à liesse, que vous connaissez tous très bien, et la notion du compte courant d'associé. Donc là, ici, sur le document initial, on a l'utilisation du compte courant, et il manquerait le petit associé, qu'on va voir tout de suite. Alors, le principe, donc, c'est d'aller générer du revenu complémentaire par l'utilisation des comptes courants d'associés, sous-entendu dans le cadre d'une société à liesse. Reprenons les besoins. Je vous prie de m'excuser, vu que vous êtes animateur. Frédéric nous a retrouvés, mais vu que vous êtes animateur et pas moi, j'ai plus la main pour le passer panéliste. Mais nous, on l'a. Il est identifié sous iPad de Frédéric. Est-ce que vous le voyez? Parce qu'on le fait passer. Alors, là, effectivement. Je suis désolée. Hein. Promouvoir au panéliste. Tout se déroulera dans l'ordre. En principe, c'est bon. Est-ce que ça fonctionnait? On va passer panéliste. Et oui. Super. On peut fermer ça. Il est là et normalement, c'est bon. Donc, on voit iPad de Frédéric qui va pouvoir allumer sa caméra et son son. Bonjour voilà. Frédéric. Oui, Frédéric, je me suis permis d'introduire vu que je ne vous voyais pas. Je vous laisse redire un mot, même si nos partenaires Laplace, ils ont déjà commencé leur intervention, mais peut-être dire un petit mot. Ouais, excusez-moi, mais petit problème technologique parce que je suis en voiture. Alors, je vous rassure, c'est pas moi qui conduis. Hein. Mais non, juste pour préciser que donc c'était à la suite du premier séminaire qu'on a lancé donc à Malte où Laplace faisait partie de nos partenaires et donc la commission patrimoine a décidé de lancer des cafés du patrimoine au même titre qu'il y a déjà le café fiscal, le café social, le café numérique. Donc on partira sur un rythme de 1 fois par trimestre. Donc là, on voulait en faire un quand même avant la fin de l'année et ensuite, ça sera à partir du mois de janvier et ça sera tous les trimestres. Donc, on a demandé effectivement à la place et donc avec nos 2 intervenants aujourd'hui de nous faire ce premier café du patrimoine avec une thématique, donc je pense qu'ils viennent de vous présenter, particulièrement intéressante puisque l'idée est de pouvoir générer des revenus avec son compte courant avec un minimum de fiscalité, voire pas de fiscalité du tout, au moins à titre personnel. Voilà, je ne vous dérange pas plus, je vous laisse reprendre la main et je vous souhaite à tous un très bon café patrimonial. Merci Frédéric. Merci. Donc pour revenir sur l'idée des objectifs, encore une fois, les outils sont les outils, mais ils doivent correspondre à un objectif fort. Là, on est bien sur le principe du souhait de notre client d'obtenir des revenus le plus réguliers possible. Et on reviendra sur cette notion de régularité qui s'accompagne de la notion de sérénité, de tranquillité d'esprit. Et bien sûr, le moins fiscalisé possible. Mais à côté de ça, c'est bien clair que lorsqu'en plus on a une problématique de transmission aux enfants,
avec la protection du conjoint survivant, bien sûr. Alors là, c'était contradictoire, les outils étaient un peu plus compliqués, et donc il fallait qu'on trouve quelque chose qui allie ces deux objectifs contradictoires en même temps. La génération de revenus réguliers, immédiats, peu fiscalisés, et l'organisation patrimoniale successorale dans le temps. Alors, comment on fait ça et pourquoi et où est-ce qu'on en est pour obtenir ces éléments? Il faut repartir d'un certain nombre de contextes. Contexte fiscal déjà, avec, vous le savez tous, on en a mis en exergue quelques-uns. Le premier, c'est la notion d'IFI. Si on n'y prend pas garde, cet IFI, il est basé sur l'immobilier. L'immobilier, principalement et généralement, l'outil de prédilection de génération des revenus réguliers. Et malheureusement, l'IFI va venir grignoter les revenus que l'on obtient. La deuxième chose, c'est que classiquement, quand on est dans une gestion de type familial, on est dans une gestion de type impôt sur le revenu. Et là, on a à la fois l'impôt sur le revenu, plus les prélèvements sociaux qui montent, on y reviendra tout à l'heure. Et à cela va se rajouter, à la fin du fin, la transmission. En général, vous le savez bien, vous avez les mêmes clients que nous, ça les agace d'avoir accumulé du patrimoine qui a déjà payé l'impôt et ils nous disent mais il va falloir que je repaye sur quelque chose qui a déjà payé de l'impôt. Ah oui, mais c'est comme ça. Et là, ça peut aller assez loin puisque les tranches peuvent monter jusqu'à 45%. Et à côté de ça, eh bien, on a un autre silo d'organisation patrimoniale et de gestion fiscale que vous connaissez encore mieux que le reste, qui est l'impôt sur les sociétés et qui n'a cessé de baisser pour se réorganiser au niveau européen, qui est aujourd'hui de 15%, on le reviendra tout à l'heure, 15% jusqu'à 42 500 et ensuite 25%, et ça qui date un peu maintenant, puisqu'il y a eu une baisse régulière et maintenant, ça y est, on est sur le plateau bas. La macroéconomie, elle est importante à suivre parce que la volatilité des marchés fait que si on part dans l'idée d'avoir des revenus réguliers et tranquilles sur une longue durée, c'est assez compliqué de se baser sur les marchés financiers, se baser sur quelque chose qui est volatile. Et donc, il fallait rester sur cette notion d'immobilier malgré les inconvénients que l'on a vus tout à l'heure. On a une tendance haussière des prélèvements à la source. On préfère parler de tendance parce que vous vous souvenez quand Michel Rocard, pour les anciens d'entre nous, quand il l'a mis en place, cette universalité de l'impôt à 1% des prélèvements sur les revenus familiaux, et ben maintenant on est à 17,2, ça ne cesse de grimper, y compris avec des choses qui étaient temporaires mais qui le sont restées ad vitam. Et on entend des petits bruits à Bercy qui disent si on pouvait monter à 20%, comme ça serait 20% de TVA, 20% de prélèvements sociaux, ça serait plus simple pour tout le monde. Vous imaginez les conséquences que ça pourrait avoir. Je vous rappelle bien sûr, mais vous le savez, avec vous c'est plus simple, qu'on n'a pas de prélèvements sociaux sur les sociétés à l'IS. Et puis enfin, on a une troisième chose, et si on s'était vu il y a 2 ans, on n'aurait peut-être pas parlé comme ça, mais aujourd'hui c'est prégnant, c'est la montée de l'inflation. Et même si on pense qu'à échéance de quelques trimestres qui vont venir, ça va redescendre un peu, eh bien on est obligé de réfléchir à la notion d'érosion monétaire. Pour toutes ces raisons de contexte, eh bien, on a réfléchi encore une fois depuis quelques années à la mise en place de quelque chose qui va nous sortir de cette dichotomie. À gauche, l'impôt sur le revenu, avec son barème progressif, plus ses prélèvements sociaux dès le premier euro, et à droite, l'imposition sur les sociétés. Là, je ne vais pas vous faire l'affront de vous le rappeler, 42 500 à 15%. Il faut rappeler une chose, et là, il y a une petite ruse de la raison. Quand on dit qu'on dépasse, on est à 25% à partir de 42 500 euros, un certain nombre de nos clients nous disent il faut que je reste en dessous. En réalité, vous le savez bien, quand on va avoir 85 000 euros de revenus imposables, on sera encore dans une tranche à 20%. Donc, on a largement la place. Pour vous donner une petite idée, pour plafonner cette tranche à 42 500 à 15%, avec un rendement classique, tranquille, de bon père de famille à 5%, c'est un placement de 800 000 euros qu'il faudrait mettre en place. Vous voyez, on a vraiment la place et c'est vraiment un outil qui va s'adresser à presque tout le monde. Si on continue là-dessus, maintenant, on va pouvoir rentrer dans l'outil lui-même, la mécanique de l'outil. Je vais laisser Thomas vous rentrer dans le détail. Alors, c'est vrai que maintenant qu'on a vu tous ces éléments contextuels, on va rentrer maintenant, comme Patrick le disait, vraiment dans la mécanique de la solution. Et l'idée qu'on va vous présenter aujourd'hui, finalement, c'est
de gérer une partie du patrimoine, ce patrimoine qui est destiné à générer du revenu, à l'impôt sur les sociétés, par création d'une société à l'intérieur de laquelle on va réaliser des investissements avec des flux fiscalisés à l'IS. Les enjeux, c'est quoi? Alors, premier enjeu, effectivement, c'est de créer réellement un outil de gestion de patrimoine à l'intérieur duquel on va pouvoir mettre un petit peu ce qu'on veut, si vous voulez. Un peu d'immobilier, un peu de financier, en tout cas des outils qui vont permettre de générer des flux réguliers. Ça, c'est important, c'est effectivement ce qu'on disait tout à l'heure. Pour répondre à l'objectif, et c'est d'ailleurs le deuxième enjeu, création de revenus complémentaires, il faut qu'on ait du revenu régulier, donc des flux réguliers qui rentrent dans la société. Ces flux, ils peuvent être soit immédiats pour des clients, et notamment on en discutait, des chefs d'entreprise par exemple, qui vendent leur outil professionnel et qui ont forcément un train de vie qui baisse, parce qu'on sait que le taux de remplacement à la retraite, il est relativement faible. Donc l'idée, c'est comment est-ce qu'on génère du flux, soit au moment où le client en a besoin, soit comment est-ce qu'on anticipe pour créer du flux futur. Dernier enjeu, c'est effectivement, comme on disait, anticiper la transmission du patrimoine. Si on peut allier à la fois ce premier objectif de revenus réguliers et mettre en place une optimisation de la transmission, effectivement, on aurait tort de s'en priver. En termes de bénéfices, on l'a vu, donc l'idée, c'est de substituer l'impôt sur les sociétés à l'impôt sur le revenu, donc d'échanger une tranche assez rapidement. En France, on est très vite dans une tranche à 30% d'impôt, plus 17,2 de prélèvements sociaux, donc 47,2. D'éviter de payer ces 47,2 et de payer à la place l'impôt sur les sociétés, si possible dans la tranche allégée à 15%. Et c'est également d'avoir un outil, une société patrimoniale qui nous permette d'organiser le patrimoine et de le transmettre, alors outre les aspects fiscaux, de le transmettre dans de bonnes conditions en transmettant des parts de société, ce qui est beaucoup plus simple à gérer. Alors voilà le schéma général. Donc on va vous le décomposer et bien entendu c'est un modèle. Donc ce système est un couteau suisse. Donc il sera complètement personnalisé. C'est toujours du sur-mesure et il sera toujours adapté avec la relation qu'on a avec notre client et l'expert comptable pour nous adapter à ce qu'il est, comment il vit, comment fonctionne sa famille, comment fonctionne la relation avec les enfants. Et donc retenez le schéma général et après tous les curseurs peuvent se bouger. C'est vrai que l'idée ici, des étapes, déjà, effectivement, on en a parlé, c'est de mettre en place une société. Donc, ce qu'on préconise, c'est une société civile qu'on va basculer à l'impôt sur les sociétés. En termes de capital, l'idée, c'est de mettre en place un capital relativement faible avec une détention majoritaire par les enfants. Donc, l'idée, dans l'illustration, ici, on vous a mis 5% détenus par les parents, 95% par les enfants. Alors là encore, les enfants, on peut les mettre soit en pleine propriété, soit en nue propriété. Ça dépend du contexte familial, ça dépend des objectifs, ça dépend de l'âge des clients. Et on va le voir, ça a une implication. Si on le met en pleine propriété pendant un certain temps, nos clients auront du revenu complémentaire, mais à terme, ce sera basculé sur les enfants, potentiellement avant le décès. Si on décide de les mettre en nue propriété, nos clients auront des flux jusqu'à la fin de leur vie. On aura l'occasion d'y revenir de ça. Une fois qu'on a mis en place la société avec le capital, l'idée, c'est que les clients, les parents, réalisent un apport en compte courant d'associé dans la société. Ce qui va permettre à la société, finalement, de réaliser des investissements dont on parlait tout à l'heure. Ça peut être de l'immobilier, ça peut être du financier. En tout cas, des investissements solides et qui vont permettre de générer des flux sur le long terme. Là, l'idée, c'est réellement qu'on ait une rente. L'objectif, c'est ça. Une fois qu'on a cette société structurée avec les enfants, les parents, les liquidités issues de l'apport en compte courant, les investissements réalisés, les investissements vont générer des flux réguliers qui seront fiscalisés à l'impôt sur les sociétés. Donc, objectif 15% versus 47,2, voire un peu plus si on le fait en direct. Ce qui nous permet d'avoir une trésorerie nette qui ne sera pas sortie en dividende, mais qui sera sortie en remboursement de compte courant des parents. Avantage de la stratégie, zéro fiscalité sur la récupération du compte courant. Donc là, vous voyez qu'on a une réelle mécanique de génération de revenus réguliers imposée à 15%, donc sur une tranche qui est
beaucoup moins pénalisante que l'impôt sur le revenu. Petit à petit, l'objectif, c'est de rembourser le compte courant, on va y venir. Donc, d'avoir un passif de la société qui diminue. Or, la société, elle appartient à qui? À terme, elle appartient aux enfants qui ont la majorité du capital. Donc, on a bien ce double objectif qui est rempli. 1, je génère du revenu régulier peu fiscalisé. 2, je transmets aux enfants, ou autres d'ailleurs, dans de bonnes conditions. Et sans avoir à utiliser les abattements, les fameux 100 000 euros que chaque parent peut donner à chacun des enfants tous les 15 ans. On pourra garder pour autre chose, du coup. En termes de société civile, l'avantage, c'est qu'on peut choisir un objet social très large. L'idée, on ne se cantonne pas à une société civile immobilière où on serait obligé de faire de l'immobilier. Sur une société civile, on peut faire à la fois de l'immobilier, mais aussi du financier. Pas de capital social minimal, donc en général, on prend 500 ou 1000 euros de capital, on fait un capital très faible. Apport de trésorerie par compte courant d'associés, c'est ce qui va nous permettre effectivement de générer le rendement régulier peu fiscalisé. Un point extrêmement important sur la société civile sont les statuts. Point de vigilance accru sur les statuts en fonction de ce qu'on veut faire, en fonction des objectifs des clients, notamment si on a une partie démembrement de propriété. Ça, c'est un point primordial. Quels sont les droits de chacun? C'est-à-dire, quels sont les droits de l'usufruitier, quels sont les droits du nu propriétaire, et comment est-ce qu'on peut aménager ça dans les statuts en fonction de ce qui est prévu, ou en tout cas de ce qui est souhaité par les clients. C'est pour ça que là, on est allé un peu vite, mais avant tout ça, bien sûr, il y a un questionnement pour avoir une bonne connaissance du noyau familial, comment ça fonctionne, quels sont les liens, combien de temps, qu'est-ce qui restera dans le patrimoine ailleurs. On a vu qu'au bout d'un certain temps, le patrimoine sera passé aux enfants. Est-ce qu'il en restera suffisamment pour générer d'autres revenus? Voilà, il y a tout un tas de questions, bien entendu, avant d'arriver à l'outil, mais on voulait se concentrer pour que vous compreniez la mécanique de cet outil. En termes de direction et décision collective, on va passer très rapidement là-dessus. On l'a vu, on pourrait prévoir un capital social fort ou faible. Ici, on l'a dit pourquoi, on va opter plutôt pour un capital faible pour que les enfants puissent entrer au capital dès la création de la société sur des sommes modestes. Ou qu'on puisse éventuellement, en cas de donation, en nue propriété, qu'on puisse donner sur une base faible. Un capital de 1 000 euros, on va donner sur une base de 1 000 euros. Donc, on n'utilisera pas les fameux abattements. Est-ce que je peux vous interrompre parce qu'on a des questions au fur et à mesure, ou est-ce que vous préférez que les questions soient posées? Allez-y. Donc, une première question d'Emmanuel, mais on avait la même, c'est-à-dire qu'il nous dit, est-ce qu'il ne serait pas pertinent de faire un démembrement également du compte courant des parents, et donc de garder la nue propriété aux enfants et l'usufruit aux enfants, et de créer un quasi-usufruit, puisqu'au fur et à mesure où le compte courant sera remboursé, à la fin, normalement, il sera éteint, et on créerait donc un passif successoral. Alors, vous avez entièrement raison, c'est une possibilité d'optimisation. Sur le terrain, qu'est-ce qu'on rencontre? On rencontre un certain nombre de notaires qui sont tout à fait prêts à le faire, voire même qui nous le recommandent. D'autres qui ne savent pas comment ça fonctionne, qui sont plutôt réticents. Au milieu, on a notre ingénierie patrimoniale qui nous dit attention, on sait qu'il y a un certain nombre d'arrêts de la Cour de cassation qui arrivent, mais par contre, si on le calibre bien, si on le travaille bien, si on le cerne, qu'on détermine la notion de pouvoir et d'avoir, c'est une solution que l'on met en œuvre. Encore une fois, là, on a fait le squelette de la structure. Après, il faut réfléchir un petit peu, il faut avancer et déterminer jusqu'où on peut aller. Mais cette notion de compte courant d'associé avec une clause de restitution de dette à la succession, c'est effectivement quelque chose sur lequel il faut en tout cas réfléchir. On ne le met pas systématiquement, mais il faut y réfléchir et si on peut, on pourrait le mettre. Une deuxième question, si jamais donc il y a le décès des parents avant que le compte courant soit éteint, qu'est-ce qui se passe? Alors, dans ce cas-là, eh bien, on repart à la case départ. Le compte courant qui a déjà été enlevé sort de la succession parce que, par définition, il a servi de pouvoir d'achat aux parents. Celui qui reste revient dans la base taxable. Donc là, effectivement, c'est pour ça qu'on parle chaque fois de transmission à terme,
parce qu'il faut laisser du temps. D'où la préconisation sur laquelle on insiste beaucoup avec vous, c'est parlez-en à vos clients suffisamment tôt. Si vous attendez 88 ans ou 90 ans, ils n'auront pas assez de temps devant eux. Par contre, si on fait ça un petit peu avant, et Thomas vous a dit tout à l'heure, des revenus immédiats ou à terme, imaginez un chef d'entreprise qui prévoit de faire quelque chose et qui organise ça à 58 ans parce qu'il sait qu'il va partir à 65, il va accumuler. Et donc là, à partir de ce moment-là, on a plus de temps. La deuxième partie, qui est l'objectif de transmission, demande du temps. Ok, merci. Je vous interromprai sur les autres questions un petit peu plus tard. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Effectivement, vous avez tout à fait raison sur le compte courant, et on a un autre aspect sur le compte courant qui est primordial, c'est la convention de compte courant. Indispensable. C'est indispensable pour sécuriser le schéma, c'est-à-dire quelles sont les modalités de remboursement. Quel taux, quelle échéance, quelles sont les modalités, est-ce que c'est du remboursement mensuel, trimestriel? Ça, il faut le prévoir. On le prévoit en amont. Encore une fois, si l'organisation familiale change, on changera la convention, mais il est indispensable qu'il y en ait une pour avoir une bien meilleure protection et une bien meilleure visibilité. Et après, ça s'adapte. Alors, là, voilà le schéma général. Encore une fois, c'est de la pâte à modeler, ce truc. Hein. Donc, ça va, tous les éléments qu'on va vous donner, considérez que c'est un curseur. Et chaque fois, un curseur, on va pouvoir le monter, le baisser. Vas-y. Là, effectivement, on est vraiment sur le schéma global avec la première phase qui est constitution de la société. C'est ce qu'on a vu avec le capital de 1 000 €, avec les enfants, on est resté sur notre exemple, les enfants à 95% en pleine propriété au capital, les parents 5%, qu'on nomme évidemment gérants pour qu'ils aient plein pouvoir sur les investissements à réaliser dans la société. Ça, c'est un point aussi qui est important. Vous voyez, tout à l'heure, on a parlé des statuts. Si on met dans les statuts qu'il faut la majorité absolue, qu'il faut même l'unanimité pour changer les gérants, du coup, les parents sont protégés, même avec 5%, parce qu'ils ne voteront jamais contre eux-mêmes. Une fois qu'on a créé cette structure, on a le fameux apport en compte courant. Ici, on a pris 505 000 €, 500 000 d'investissement plus 5 000 € pour payer les frais de fonctionnement et les frais de création de la société. Et investissement de ces 500 000 € sur un portefeuille. Ça peut être de l'immobilier, ça peut être du financier. L'idée, c'est vraiment de choisir des investissements pérennes, des investissements solides et des investissements qui vont avoir la possibilité de générer du flux régulièrement et de manière la plus sécurisée possible. Ça fait partie aussi de nos missions sur le terrain, c'est-à-dire une fois qu'on a monté cette structure, une fois qu'on a présenté le schéma, qu'est-ce qu'on met à l'intérieur? Donc là, on va s'appuyer sur les économistes de la maison qui vont aller faire le tri du marché et déterminer quels sont les outils qui correspondent à cette stratégie. On est vraiment comme un artisan, on a besoin de faire quelque chose, on va choisir l'outil qu'il faut. Et l'outil, il est de deux types. Les outils de façon structurelle, ça c'est nos équipes d'ingénierie patrimoniale qui nous aident. Et deuxièmement, c'est qu'est-ce qu'on met à l'intérieur, ça c'est les économistes de la maison. Une fois qu'on a mis en place ce schéma, qu'on a réalisé les investissements, on a les fameux flux qui vont commencer à tomber, qui seront fiscalisés. On passe à la phase 2. La phase 2, c'est chaque mois ou chaque trimestre ou chaque année, je rembourse une partie du compte courant qui sera en fonction de la trésorerie générée. L'idée, c'est d'avoir, comme on le disait, une convention de compte courant d'associés qui nous donne ces fameuses échéances et ce tableau d'amortissement finalement du compte courant. Ça nous permet d'avoir un flux, ici dans notre exemple, 20 000 € par an, que les clients vont pouvoir récupérer net d'impôts. Après IS et après frais. Exactement, dans leur poche. Et la phase 3, c'est la fameuse phase transmission, c'est les barres plus claires qu'on voit en bas. Petit à petit, qu'est-ce qui va se passer? Et on en revient à la question de tout à l'heure. Effectivement, le compte courant va diminuer petit à petit. En cas de décès en cours de vie, admettons à la moitié du schéma, on aura remboursé 250 000 € de compte courant d'associés. C'est-à-dire que les enfants ne seraient fiscalisés, dans cette hypothèse, sur la succession, entre guillemets, que sur 250 000 €, au lieu d'avoir été fiscalisés à 500 000 € si on n'avait rien fait. Donc, on a quand même un effet bénéfique, qui est moindre que si on va au bout du schéma, mais qui reste quand même intéressant. Et ça, on vous l'a matérialisé ici, par ce fameux tableau de remboursement
des flux du compte courant d'associés. Et on le voit quand on va, vous voyez, quand on regarde la colonne compte courant d'associés, finalement, on voit qu'il diminue petit à petit des fameux 19 350 euros. À côté de ça, forcément, on a moins de passifs, donc la société se valorise. Et l'économie de droits de succession, c'est la tranche marginale des droits de succession multipliée par le compte courant d'associés qui est remboursé. Et vous voyez, Frédéric, votre question, on a l'organisation fiscale et comptable. Si en 2034, il reste 287 000 de comptes courants, colonne 3, eh bien, les droits de succession auront été baissés malgré tout quand même de 60 000 euros. Alors, on n'aura pas tout baissé, mais si on va jusqu'au bout, eh bien, l'économie sur 500 000, et ça sans inflation, hein, rester à euro constant, eh bien, on sera à 142 500 euros de droits de succession qui ne seront pas à payer par les enfants. Donc, vous voyez bien que l'effet de diminution par le remboursement au fur et à mesure va baisser au fur et à mesure les droits de succession jusqu'à extinction de ces droits sur la base des 500 000 de départ. Alors, on a une question supplémentaire. Est-ce qu'il est prévu, enfin, en tout cas, souhaitable d'avoir une rémunération du compte courant ou est-ce qu'au contraire, il ne faudrait pas le faire? Non, alors, c'est assez compliqué de répondre à ça. On n'est pas obligé de le faire. Vous savez que, en fait, vous avez la possibilité de faire une rémunération. Si vous faites une rémunération, ça va venir en moins de l'IS, mais ça va venir en plus de la flat tax de notre client. C'est quand même plus facile, même si on fait une petite rémunération, ça consolide l'idée que ce compte courant, c'est au lieu que la société aille faire un emprunt à la banque, elle a fait un emprunt à ses associés. Encore une fois, l'objectif, c'est de sortir de façon définitive et forte de la notion d'abus de droit. À partir du moment où on va accumuler les éléments qui sont dans une logique de transmission et une vraie logique économique, eh bien, tout ça, ça va éloigner l'abus de droit. La rémunération, c'est une petite touche de plus pour dire c'est quelque chose d'économique et c'est pas un arrangement entre amis. Mais ceci dit, on ne va pas mettre à 10%. Hein. Si on met 1%, déjà, c'est symboliquement, voilà, on a déjà mis en place la rémunération. Mais on peut ne pas le faire. Alors ici, on va passer sur l'illustration. Et on a pris un schéma finalement assez simple, bien souvent, comme Patrick le disait. Hein, pour générer du revenu complémentaire récurrent, ça passe par l'immobilier. Ici, pour faire simple, on a pris une hypothèse d'achat de parts de SCPI qui rapporte 5%. Partie de gauche, achat en direct. 500 000 euros investis, on est parti sur 500 000 euros investis avec un rendement cible de 5%. Hypothèse de tranche marginale d'imposition des clients à 30%, plus 17 d'autres prélèvements sociaux. IFI 1%, tranche marginale à 1%, et coût moyen de la succession à 30%. Donc, finalement, une structure assez classique. Si on part de cette hypothèse, on achète les biens, les actifs en direct. On génère sur 500 000 euros à 5%, 25 000 euros de loyer. Là-dessus, qu'est-ce qu'on va payer? On va payer impôt sur le revenu plus prélèvements sociaux. Ça nous coûte environ 11 300 euros. On va payer de l'IFI, parce qu'on est parti sur une base immobilière, 4 000 euros. Ça nous donne un revenu net dans la poche de 9 700 euros par an, sur un investissement de 500 000. Et c'est là où on voit la lourdeur de la fiscalité en France. Partie de droite, acquisition via la structure montée à l'IS. Donc on est sur le même investissement, 500 000, qui rapporte la même chose, 5%, 25 000 euros de loyer. On a les frais de fonctionnement de la structure, coûts comptables, frais juridiques, on a pris à près 2 000 euros par an. L'avantage, c'est réellement sur la fiscalité. On est à l'IS, donc on va éviter l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux. À la place, on va payer l'impôt sur les sociétés à 15%, avec finalement, on paye 3 450 euros versus 11 290 d'impôts si on l'avait fait en direct. Et à côté de ça, on a un deuxième intérêt, c'est pour ça qu'on vous a matérialisé ici une hypothèse où les clients étaient à l'IFI. Étant donné que la société appartient à 95% aux enfants, dans notre exemple,
on déporte la charge IFI à 95% sur la tête des enfants. Et bien souvent, les enfants ne sont pas à l'IFI. Alors là encore, ça fait partie du cahier des charges global. Si on voit que les enfants sont à l'IFI, ce n'est pas quelque chose qu'on va préconiser. Ou en tout cas, on n'aura pas cet effet bénéfique. Mais bien souvent, ce qu'on constate sur le terrain, c'est que ça fonctionne aussi sur l'IFI. Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui reste dans la poche finalement au client? Eh bien, il reste un peu plus de 19 000 euros, contre 9 700 euros si on l'avait fait en direct. Quand on calcule cette rentabilité, le remboursement du compte courant, il se fait sur 25 ans en moyenne, avec une rentabilité de 5%. Qu'est-ce que ça nous donne sur la durée? Si on va au terme du schéma, économie, impôts et charges, 240 000 euros sur 25 ans. Économie successorale, on l'a chiffré tout à l'heure avec le tableau, le fameux remboursement du compte courant, 142 500 euros. Gains globaux sur le schéma, on est à plus de 380 000 euros. Et ça, c'est sans compter l'inflation, l'augmentation de valeur. On est vraiment resté à chiffres constants. On pourrait rajouter que dans 25 ans, notre parc immobilier, il y a de fortes chances qu'il soit à plus de 500 000. Et donc, bien entendu, les coûts de succession auraient monté considérablement. Et là, eh bien, ça serait neutre puisque c'est déjà complètement donné. Un focus sur l'IFI, effectivement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Dans notre schéma où on mettra les enfants en pleine propriété, on va basculer la charge IFI sur les enfants. Si on est sur une répartition usufruit pour les parents et nue propriété pour les enfants, là par contre, c'est l'usufruitier qui va déclarer l'IFI, donc on n'aura pas d'avantage à ce niveau-là pour les clients. Voilà, c'était un simple rappel sur cette partie IFI. Alors, ici, on a tenu à vous rappeler les étapes. Clairement, vous avez bien compris, hein, on se retrouve avec un de nos clients qui a des capitaux, qui souhaite les transformer en revenus, mais qui pense aussi à la protection de son conjoint et à la transmission pour les enfants. Et donc, on vous a présenté le schéma. Bien entendu, on a un peu simplifié, il y a un certain nombre d'étapes. Première étape, avant même le choix stratégique pour la société, c'est d'avoir bien compris dans quel environnement familial, civil, économique, juridique, fiscal notre client est, parce que vous allez voir, on vous l'a dit plusieurs fois, mais encore une fois, il n'y a pas deux family cashbox qui se ressemblent sur le terrain. Elles vont toutes être sur mesure en fonction de ce qu'on va trouver. Et là, on va rentrer dans le détail, on va traduire la vie de notre client vis-à-vis de cette famille cashbox à travers la détermination de la forme juridique, la répartition du capital. Est-ce qu'on fait de la PP? Est-ce qu'on fait de la nue propriété? Est-ce qu'on fait du démembrement tout de suite? Est-ce qu'on fait la donation aussi du compte courant d'associé? Enfin voilà, il y a tous les choix de société. Deuxièmement, une fois qu'on est bien au clair avec ça, alors soit on travaille avec le juriste du cabinet, le juriste du client, et si on n'a pas ces éléments, on trouvera bien sûr, on vous fournira un juriste qui a l'habitude de mettre ça en place, et on assistera avec lui, c'est nous qui créons les éléments pour faire, en fonction de ce qu'on connaît, faire des rédactions de statuts sur mesure. Il n'est pas question là de faire du copier-coller sur les statuts de société de ce type-là. On organise l'accomplissement des formalités d'enregistrement, on met en place la convention de compte courant d'associé, on ouvre le compte bancaire, et voilà, la boîte est prête. Une fois que la structure est prête, à ce moment-là, notre deuxième valeur ajoutée, c'est de remplir cette boîte. Et là, on va faire le choix des investissements. Donc, bien sûr, on travaille aussi avec le client, on lui explique comment ça marche, on regarde sur le quoi il est confortable, quel type d'appétence il a, et on met en place le système. On fait le transfert des sommes en compte courant, on met en place l'organisation des documents. Avec le temps, ça va de plus en plus vite en digitalisation. Et après, on regarde, c'est soit de l'immobilier, soit du financier. S'il y a du financier, compte tenu de notre réglementation, on obtient le LEI, c'est le code qui permet d'avoir un compte financier à l'intérieur d'une société. Tout ça, c'est la mécanique qu'on génère. Si on a fait ça, normalement, on est autonome.
si maintenant on va un peu plus loin et que les clients veulent aller un peu plus loin, par exemple, Frédéric, comme vous avez dit tout à l'heure, sur la donation du compte courant d'associés, ou si on a gardé, qu'on veut que les parents ad vitam aeternam gardent les revenus pendant tout le temps du compte courant, ils ont les revenus bien sûr, mais après, imaginons que ces gens vivent 35 ans. Et s'ils ont donné, ils n'ont plus rien. Donc, il serait peut-être intéressant à ce moment-là, si le reste du patrimoine ne génère pas assez de revenus, de garder la propriété pour aussi, alors là, on rentrera dans une logique de distribution de dividendes. Et on passera par la donation. Donc là, on organise tout ce qui va être alternativement les démembrements de propriété. Et c'est là qu'il faut mettre, et on insiste beaucoup, parce que si on n'a pas la dernière partie, on ne fait pas. Il faut vraiment que ce système vive dans le temps. Il va vivre grâce à vous, parce qu'il est obligatoire qu'il y ait des bilans qui soient faits fin d'année. Il est obligatoire qu'il y ait une assemblée générale qui soit faite, parce que c'est ce qui va valider au fur et à mesure, dans 10, 15, 20, 25 ans, qui va valider que tout ça fonctionne bien. Donc il faut qu'on ait des traces, et ça, vous êtes les mieux placés pour le faire. On va mettre à jour le cahier des charges. On a malheureusement un enfant qui est décédé. Qu'est-ce qui se passe? On a malheureusement, je ne sais pas moi, un coup dur qu'il faut faire autrement. On a organisé ce système de revenus, mais on a vraiment besoin de capitaux. Il faut changer la stratégie. Donc ça, on va mettre au point le système, le suivi des reportings. Et là, on a mis au point un contrat de suivi patrimonial à l'intérieur de la société. Donc, c'est pris en charge par la structure pour tenir, pour que ça ne se délite pas dans le temps. Donc voilà, ça c'est très important que vous ayez, vous en tout cas, et on l'explique bien sûr à tout le monde. Et à côté de ça, en parallèle de ça, on aura bien entendu trois phases. La première phase, c'est de travailler avec vous, parce que vous les connaissez, pour avoir une première idée de comment ça fonctionne dans la famille. La deuxième phase, ça va travailler avec les clients eux-mêmes. Et quand tout ça, ça a été mis en œuvre et bien réfléchi, que tout a été décidé, alors on imposera un travail aussi avec les enfants pour leur expliquer quelle va être leur action, quelles vont être leurs limites aussi. Il n'est pas question de mettre les parents dehors. Quelle va être la limite, quels seront leurs avantages à terme et quels seront leurs rôles finalement dans cette opération. Et là, on réunit toute la famille, on explique, on rentre dans le détail, on lève les doutes, on répond aux questions. Et généralement, d'ailleurs, ça se traduit par les enfants viennent nous voir à la fin, ils disent, mais est-ce qu'on ne peut pas se rencontrer nous aussi parce qu'on aimerait bien réfléchir nous aussi pour rapport à nos affaires et notre patrimoine. Donc voilà, des aspects structurants et un accompagnement humain. Voilà pour vous donner une petite idée de comment fonctionne, encore une fois, avec plein de curseurs pour vous laisser, à l'idée de dire que c'est quelque chose de très sur mesure. Et après, eh bien, la parole est à vous. Voilà. Alors, pour les questions, je ne sais pas exactement où on en est. Vous y avez accès aussi? Alors, on va aller regarder les questions. Hop. Pensez-vous que la donation NP pour Covic, on a répondu à ça. Pensez-vous que la donation, ça c'est la même, meurt trop tôt? Alors, on a répondu avec le tableau. Hein. Bien sûr, c'est une préoccupation. Donc, on joint toujours le tableau à quel niveau on en est du remboursement du compte courant et quel est l'effet sur la transmission. Avec l'indexation du montant du compte courant sur le taux de rémunération, pour éviter le nominalisme monétaire. Alors, effectivement, là, on a un peu de travail. C'est pour ça que j'insistais à la fin sur la notion du suivi, parce que ce n'est pas la même chose de dire on est dans un environnement flat ou bien on a une inflation de 7% chaque année. Donc, bien entendu, voilà, vous avez devancé l'affaire, mais il faut effectivement suivre ce système. Pourriez-vous, s'il vous plaît, m'adresser par mail le support de formation? Bien sûr, on vous laissera faire. On l'envoie. En général, c'est nous qui l'envoyons. Je l'envoie sur les adresses mail de ceux qui sont inscrits sur le lien. Je l'envoie sur l'adresse renseignée. Donc, vous le recevez en général le lendemain. Alors, la rémunération du compte courant, on en a parlé. Si on voulait optimiser au maximum, on met zéro, parce que ça ne sert à rien de payer de l'impôt sur son propre argent. Maintenant, si on veut être un petit peu plus, si on est un peu plus pessimiste, un petit peu entre guillemets prudent, on prévoit une petite rémunération.
Qu'en est-il de la création de parts de préférence qui donnent des droits bien définis? Alors ça, c'est super. Que des parts détenues par une société à l'IS sont détenues par l'IS donnant droit aux revenus courants et donc en posant. Alors, je vais résumer ça en disant que voilà la raison pour laquelle il faut absolument faire un travail sur mesure de la société, hein, comment on appelle ça, enfin, des actes, quoi, du mandat social de la société. Il est très, très important qu'on puisse travailler avec notre client en fonction de ce qu'il en est, comment on va fonctionner. Je vais vous donner juste un exemple. On a une famille, un jour, d'ailleurs, des anciens experts comptables à la retraite, qui ont 3 enfants, et dont un qui est handicapé. Les 2 premiers fonctionnent très bien, et donc ils veulent aider le 3e. Mais il n'a pas la capacité de gérer. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a attribué via le travail, à travers des droits bien définis, on a attribué, ciblé, organisé les flux de revenus vers celui qui est handicapé, et on a organisé à terme, quand les parents ne seront plus là, la gérance par le fils aîné qui lui va bien et qui est au courant et qui est volontaire pour gérer ça, parce que celui qui va recevoir les revenus n'a pas la capacité de gérer. Donc, vous avez bien raison. Je vous recoupe un instant. Frédéric nous retrouve. Il est revenu parmi par les participants. Parfait. Et donc, là, du coup, on a vraiment un travail sur mesure à faire sur les statuts. Et alors, ça peut passer par des actions de préférence, ça peut passer par l'organisation de la gérance à terme, ça peut passer par le ciblage des revenus, ça peut passer par, y compris, pourquoi pas, la distribution inégalitaire et statutaire des revenus en fonction des parts qui ont été définies. C'est une question très, très importante et là, il y a beaucoup de travail à faire. Du coup, vous pouvez le repasser panéliste? Désolé. Hein. Excusez-moi. Il faut, sur iPad de Frédéric, il faut cliquer le passer panéliste pour qu'il puisse... pardon. Alors, comment je fais ça? Vous avez fait tout à l'heure. Sur participant. Ah oui, participant. D'accord. Merci. Participant. Et où est-ce qu'il est? Normalement, il a la main levée. iPad de Frédéric. Vous ne le voyez pas? On va y arriver. J'ai pas le... Ah, voilà. iPhone. Ah, bah non. Frédéric. Tiens, je te laisse regarder. Oui, on va le retrouver. Peut-être qu'il est tout en haut. Donc, iPad de Frédéric. Voilà, parfait. On revient sur les questions. A priori, ça donne non. Frédéric, vous êtes par là? On clique sur les... Oui, c'est bon. Il va pouvoir se reconnecter. Merci beaucoup. Alors, on revient sur les questions. Non, c'est l'autre. 20, là où il y a le 20. Il convient d'intégrer dans la démonstration la prise de valeur de la société. Ah oui, bah, bien sûr. Et en effet, la société vendra les parts, puis les associés récupéreront les fonds avec la flat tax, ou alors la société sera transmise. En fait, on décale le coût de sortie. Alors, en réalité, pas tout à fait, parce que bien sûr qu'il va y avoir à la fin, quand les parents seront plus là, les enfants vont être possesseurs d'une société, et là, de façon très classique, comme on le connaît dans 99% des cas, quand ils récupèrent ils peuvent eux aussi avoir envie de toucher les revenus, mais là, ils passeront par la distribution de dividendes, et on espère que la flat tax sera là. Et ça, c'est clair qu'on déporte un peu. Mais je vous rappelle qu'ils n'auront pas payé les droits de succession en conséquence, et que souvent, c'est qui est encore pire, quand on a une société qui a une valeur et qu'on doit payer les droits de succession sur la valeur elle-même, et qu'il faut récupérer du cash sur lequel on va payer la flat tax pour enfin payer les droits de succession, là, il y a une cascade de droits qui est très compliquée. Mais vous avez raison, Emmanuel, il faut prendre en compte aussi les intérêts des enfants, mais en l'occurrence, je vous rappelle que notre client, d'abord, c'est les parents qui voulaient des revenus et qui, en plus, souhaitaient diminuer de façon très, très forte le montant des droits. Vous régénérez par ailleurs une dette fiscale correspondant à la flat tax sur les revenus capitalisés. Alors, c'est un peu la même idée, c'est de dire que
Quand la société appartient aux enfants, je vous rappelle qu'ils l'auront récupéré gratuitement. Ils ne seront pas passés par les droits de succession. Il faudra bien à un moment que quelqu'un qui paye les impôts s'ils veulent récupérer les billets de banque et partir aux Bahamas. Certes, c'est sûr, mais l'organisation qu'on a mis en place et qu'on met en place depuis une dizaine d'années maintenant, elle ne vaut que sur un certain nombre d'avantages. Ce n'est pas une baguette magique, ça ne traite pas tout. On cherche encore, hein, on n'y est pas. Pour le moment, oui, vous avez raison. Les avantages sont d'abord pour les parents et ensuite pour les enfants, dans la mesure où ils n'auront pas à payer de droits de succession sur un capital qu'il faudra organiser, ce qui n'est pas facile et pas toujours facile, et deuxièmement, qui pourrait aussi, être générateur de revenus. Préconisez-vous de faire plusieurs? Ah oui, ça c'est une excellente question. Alors, c'est pas tant pour les grosses familles que pour différencier les enfants. Imaginons, on a eu un cas avec 3 enfants, des patrimoines très importants. Un des principes de la transmission, c'est qu'est-ce que je veux donner à qui, combien ça va coûter, comment ils vont payer. Et dans le qu'est-ce que je veux donner à qui, on a l'idée de dire si on peut éviter l'indivision, c'est beaucoup mieux. Si on ne peut pas, on ne fait pas, mais si on peut, c'est beaucoup mieux. Et à partir du moment où on peut avoir des sociétés civiles qui sont autonomes et qui nous permettent d'avoir une indépendance des enfants, chacun dans leur coin, parce qu'eux-mêmes vont créer des familles, eux-mêmes vont avoir une pièce rapportée, eux-mêmes vont avoir des enfants. Donc, si on peut éviter, si on a la masse nécessaire, c'est beaucoup mieux. À quel moment je peux faire plusieurs sociétés civiles? Les chiffres montrent qu'il faut au moins 250 à 300 000 euros d'apport en compte courant pour créer un patrimoine pour qu'on ne soit pas mangé par les frais. Avantage quand même que je rajoute ici quand on fait plusieurs sociétés civiles, c'est qu'on multiplie le plafond des 42 500 euros à 15% d'IS. Donc ça peut là aussi être avantageux d'en faire plusieurs. À mon sens, il faudrait que les parents créent la société pour ensuite donner les parts afin de mettre des charges, interdiction. Alors, voilà, Emmanuel, bravo. C'est encore une fois, vous voyez, pourquoi on insiste beaucoup tout à l'heure pour dire que c'est un couteau suisse et c'est toujours du sur-mesure. Dans un certain nombre de cas, vous avez raison. Et nous allons préconiser à nos clients de passer plutôt par je crée la société, j'ai 100% des parts en pleine propriété, ensuite j'organise la donation et dans l'acte de donation, je mets en place des critères. Mais il y a des cas où on n'en a pas besoin, on peut faire ça plus facilement et on peut s'en séparer. Mais là, vous mettez le doigt vraiment sur la richesse de cet outil, qui est un outil très malléable. Alors, on a une autre question là qu'on a loupée. C'est une question sur un bien immobilier qui ferait l'objet d'un amortissement. Effectivement, on ne met jamais d'immobilier en direct dans ces family cashbox parce qu'effectivement, vous avez raison, on a le problème de l'amortissement, ce qui fait qu'au moment de la revente, on aurait la plus-value professionnelle puis sortie des capitaux à la flat tax. C'est pour ça que quand on raisonne sur l'immobilier, on raisonne plus sur des parts de SCPI qui ne sont pas amorties. Encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ce système ne vaut que pour une partie du patrimoine. Il est clair qu'on n'a jamais, de mémoire, on n'a jamais fait une family cashbox pour la totalité du patrimoine. Alors que si les enfants entrent à la création, on ne peut pas leur mettre à la charge. Oui, voilà, vous avez bien sûr raison. Comment savoir si une donation en pleine propriété de 95 est mieux ou non qu'une donation de 99 de la nue propriété départ? Alors, c'est assez simple. Quand on fait alors, il y a plusieurs choses là-dedans. Pourquoi on ferait une donation plutôt que de laisser en pleine propriété? Ça, la réponse est simple. On fait de la pleine propriété donc ça veut dire qu'à terme, à un moment ou à un autre, les enfants sont autonomes, tout appartient et donc les revenus appartiennent aux enfants. On ne fait ça que si le reste du patrimoine, dans 20 ans ou dans 25 ans, sera suffisant pour générer le pouvoir d'achat des parents. Maintenant, dans votre cas, comment savoir si une donation en pleine propriété de 95% est mieux ou non qu'une donation de 99% de la nue propriété? C'est ce que je vous disais en termes de curseur. Pendant très longtemps, on faisait 5% parce que pour avoir du compte courant d'associé, il fallait avoir 5%. Depuis qu'on nous a libéré ça et qu'on peut avoir qu'une part avec du compte courant d'associé, oui, bien sûr, on peut baisser et mettre à minima le montant qu'on veut. Est-ce que le montage n'a pas
Ah, alors, Sandrine, merci de cette question. Il est très, très clair que si vous avez un client qui vient, monsieur et madame, et qui monte cette opération sans organiser, sans avoir comme objectif de mettre de la transmission au bout, alors on ne le fait pas. Voilà, il le fait tout seul, nous, on ne le fait pas. Parce que là, très clairement, il y a vraiment une notion d'éluder l'impôt, de passer de l'IR à l'IS. Alors, peut-être que certains le feront. Nous, on pense qu'il faut vraiment qu'on ait, pour qu'on soit solide sur nos bases, il faut qu'on ait cette notion de transmission. Et en bon père de famille, on a les fruits du patrimoine, mais on veut transmettre à terme. Ce montage peut-il fonctionner également en remplaçant les parents par une société holding appartenant aux parents? Alors, il faut rentrer un peu dans le détail pour savoir, parce qu'à terme, ça va dépendre de qu'est-ce que l'on met, qui va y avoir la majorité. Dans notre cas, avec 95% des parents et 2%, 95% des enfants et 2%, je vois comme ça à chaud, hein, je ne vois pas d'inconvénient à ce que ce soit la holding qui amène le cash, parce que le compte courant va remonter. Mais d'un autre côté, ça veut dire que le compte courant va remonter, il ne servira pas au pouvoir d'achat, ça veut dire qu'il ne sera pas détruit. Je vais déporter ce compte courant d'une société à une autre et il restera dans la base taxable de l'entreprise, de la famille. Donc, je n'aurai pas vraiment traité mon problème de transmission. Mais encore une fois, tout s'étudie. Les parents qui ne possèdent que 5 d'épargne et qui font un apport social contre 0 pour les enfants. Oui, pourquoi pas. C'est la même chose si vous remplacez les parents par la banque. La banque, elle a amené sa dette, elle est payée pour de la dette, elle récupère sa dette. Voilà, chacun amène en fonction de ce qu'il est. Je ne pense pas qu'il y ait de soucis par rapport à ça. Sur le même principe pour une SARL de famille, pas tout à fait, parce que là, vous perdez, sur la SARL de famille à l'IR, vous perdez le bénéfice de l'IS. Et donc, vous vous retrouvez avec de l'impôt progressif et les 17,2%. N'existe-t-il pas un risque fiscal pour les enfants qui bénéficient d'un énorme avantage? Un risque de... Alors, il y a un élément que nous a donné les juristes qu'on a, parce que bien entendu, vous comprenez bien qu'on a travaillé le sujet et qu'on l'a percuté à foison pour avoir où on était. Vous avez bien rendu compte que le risque fiscal, il existe si au premier jour, on a en fait, on est protégé. Je vais faire plus simple. On est protégé parce que l'avantage fiscal pour les enfants ne vaut qu'à la fin de la 20e ou de la 25e année. C'est parce que les parents ont vécu longtemps que vous avez tué le compte courant d'associé. Et là, tout le monde, voilà, on a une durée longue. Si on avait eu un montage sur lequel immédiatement et dès le lendemain, les enfants récupèrent la totalité, peut-être qu'on aurait pu se poser la question. Mais en l'occurrence, là, on est plutôt solide sur nos bases. Il existe a priori... Alors, on va arriver à la fin du délai. Je ne sais pas si vous prenez une dernière question avant de... on va prendre la dernière. Allez, on prend la dernière comme ça, voilà, pour faire la voiture balai. Apport au compte courant non rémunéré, on peut entraîner une privation du revenu de remplacement ou peut entraîner une privation de revenu de remplacement. Oui, mais en contrepartie, vous vous souvenez qu'on a calibré tout ça pour avoir le revenu de remplacement, c'est le remboursement du compte courant d'associé. Donc après, c'est plutôt le montant du compte courant qui va jouer sur le niveau du revenu de remplacement. Voilà, merci en tout cas pour votre intérêt parce qu'il y a eu beaucoup de questions. On voit bien que c'est un sujet qui vous tient à cœur. On est bien entendu là pour vous répondre, quelles que soient les régions où vous êtes. Hein, on est répartis partout et on sera à votre disposition pour y répondre. Oui, n'hésitez pas à nous écrire, hein, ECF. On retransmettra aux intervenants vos questions et votre contact si nécessaire, hein, comme d'habitude. Je vous le disais, hein, on vous enverra le support de présentation et il y aura un replay du webinaire dans notre newsletter. De la part de Frédéric qui a dû nous quitter, vous l'avez vu, il était en voiture. Toute l'équipe de CF tient à vous remercier, hein, évidemment, pour cette animation, merci pour à vous. toutes les réponses apportées. Et du coup, je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci à tous les participants et pour le prochain Café du patrimoine qui sera du coup, je crois, en janvier. Donc, merci beaucoup. Merci à tous. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Bonne journée, au revoir.